Bon, bien, bonjour. On va être ponctuel. On va commencer à midi. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les stratégies financières pour la relève entrepreneuriale. Je suis Karine Terrien, directrice générale pour le Centre d'aide aux entreprises Beauchaudière, un organisme qui offre du financement et de l'accompagnement aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Christian Drouin, CPA, expert en évaluation d'entreprise et associé en financement, achat, vente et évaluation d'entreprise depuis 16 ans chez BVA. Donc, vous pourrez poser vos questions via la section questions-réponses et nous allons y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, Christian, la parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui en fait, démystifier le processus de relève de l'acquisition d'une entreprise. Je vais procéder, juste, voilà. Alors, le plan de match aujourd'hui, mythe ou réalité, le processus, le financement, des cas concrets, puis une petite conclusion. Donc, gênez-vous pas, le but, c'est que ça soit interactif, puis qu'on soit... L'objectif, c'est pas de faire de vous des experts, mais bien de vous faire comprendre le processus pour enlever, je dirais, le stress de faire une acquisition ou de passer que ça soit une expérience qui soit excitante au lieu d'angoissante. Parce qu'on sait que souvent les gens se demandent par où passer quand je rencontre des acquéreurs potentiels. On prend ça par où, c'est quoi le chemin, je peux-tu acquérir une entreprise avec ou sans argent. Donc, c'est un peu ce qu'on va jaser aujourd'hui. Alors, si on débute avec les mythes ou réalités, premier mythe qu'on entend souvent, en fait, premier mythe ou réalité, c'est un peu ça les questions que j'essaie de voir avec vous, avoir la profonde conviction de vouloir devenir entrepreneur. Ça, honnêtement, c'est pas un mythe, il faut que ça soit vrai parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas nécessairement un fleuve tranquille. Fait qu'il faut être passionné, pas compter les heures, parce que quand il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent, ben, c'est l'élément qui est le plus clé, je dirais, là, dans tout. Là. La détermination nous permet de passer au travers de beaucoup de choses. Euh, Ne pas avoir peur de travailler, comme j'ai dit, c'est surtout de savoir s'entourer, je dirais, parce que la génération qui pousse, qu'on voit les releveurs présentement, c'est beaucoup des gens qui sont en fait, ceux qui quittent ont travaillé beaucoup, ont donné beaucoup d'heures. La relève que moi je vois présentement, c'est beaucoup plus des équipes. Des fois, c'est des gens seuls, mais en général, c'est des équipes qui savent s'entourer, qui aiment doser davantage, avoir une qualité de vie aussi, en plus d'être actionnaire dans une compagnie. Donc, faut pas avoir peur de travailler, mais il faut surtout être capable de s'entourer des bonnes personnes pour justement faire les bonnes choses. Euh, Pour acheter une entreprise, je dois donner ma maison en garantie. Ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. Euh, la réponse, c'est pas nécessairement. Fait que c'est vraiment un mythe dans ce cas-là. C'est clair qu'il y a une mise de fonds à faire, là, généralement. Là, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est très, très, très donner en garantie, c'est si vous cautionnez des prêts. C'est là que ça se pourrait indirectement que vous donniez votre maison en garantie, mais c'est clairement pas votre maison que vous donnez en garantie si vous faites un investissement dans une entreprise. Si j'achète une entreprise et que ça ne se déroule pas bien, je vais perdre ma maison. Dans le fond, c'est une continuité du point précédent. Euh, Ça non plus, c'est pas automatique. En investissant dans une compagnie, vous êtes exposé à votre mise de fonds. Donc, si, exemple, vous avez investi 150 000 d'un projet en donnant votre maison en garantie à votre créancier actuel, ben, vous allez être capable de continuer à payer votre 150 000 par la suite, là, puis continuer à payer la dette. Vous n'allez pas nécessairement perdre l'entreprise. Si vous perdez l'entreprise, vous n'allez pas nécessairement perdre votre maison si vous continuez à faire vos paiements. En pensant évidemment que vous allez continuer à travailler ailleurs si jamais ça ne fonctionnait pas comme projet. Pour acheter, dernier point, pardon, pour acheter une entreprise, je dois avoir des millions en mise de fonds, mais ça, c'est vraiment pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de financement qui sont disponibles. Faire une acquisition d'entreprise, c'est pas un processus qui est nécessairement simple. Chaque processus va être un peu différent.
pour plein de raisons, mais ça ne prend pas nécessairement des millions. Il faut avoir juste un bon montage qui va vous permettre de ne pas vous étouffer, être capable de faire une acquisition du bon pied, puis je dirais partir du bon pied, pas manquer de liquidité dans les mois, les années suivantes. Alors, je vous présente le processus d'acquisition un peu démystifié. Euh, Puis vous comprendrez qu'il peut y avoir des délais lorsqu'on débute une acquisition. Ça peut se passer de plusieurs façons, mais normalement, un acheteur, les releveurs que je rencontre, ils ont la décision d'acheter, puis ils veulent vraiment faire un projet, ils veulent être entrepreneurs, ils veulent avoir leur entreprise, être leur patron, décider. Souvent, c'est ce que je vois comme point commun. Euh, Moi, ce que je suggère aux gens en début de processus, c'est déjà de valider la capacité de faire une mise de fonds. Puis souvent, il y a pas beaucoup de miracles, là. C'est soit d'emprunter de l'argent sur vos biens que vous avez déjà, qui sont clairs, exemple, des actifs, de la maison, des placements, des terres à bois. Si vous avez de l'argent dans la famille, du love money, c'est le genre de choses aussi qui peut être fait à cette étape-là. Juste pour comprendre un peu quelle ampleur de mise de fonds que vous avez. Puis ça aide à éclaircir aussi ce que vous pouvez chercher comme type de transaction. L'étape suivante, c'est d'identifier les critères de la cible. Souvent, la cible, ben, c'est ce qu'on va acheter comme entreprise, mais les critères, c'est en général, là, les gens arrivent avec une idée assez précise de ce qu'ils veulent. Moi, je vous dirais à ce stade-là, fermez-vous pas de porte parce que souvent, il y a des entreprises qui vont avoir même dans des secteurs où vous n'auriez pas voulu aller. Par exemple, un secteur que j'entends souvent, c'est manufacturier, entreprise de services, de la distribution. Souvent, c'est business to business qui est recherché. Mais parfois, il y a des belles petites perles dans d'autres secteurs qui sont dans des niches. Par exemple, dans le détail. Évidemment, c'est un secteur qui est bien différent. Il faut aimer le concept. Mais moi, à ce stade-là, je vous dirais, essayez de comprendre ce que vous êtes prêt à gérer, ce que vous voulez créer, puis pas nécessairement vous fermer de porte quand il y a des acquisitions potentielles qui sont faites, quand il y a des dossiers qui vous sont présentés. L'étape suivante, c'est la recherche de cibles. Donc, ça se fait comment concrètement? C'est discuter avec des gens dans le marché. Ça peut être avec des gens comme moi, des intervenants de marché. Ça peut être avec des institutions financières. Appeler Karine au centre d'aide aux entreprises ou Erika. C'est des gens qui voient des transactions passer, qui voient. Souvent, on a des noms d'acquéreurs. Nous, on a une base de données d'acquéreurs. Puis quand il y a des dossiers qui rentrent dans le cadre de ce qui est recherché, ben, on fait des sollicitations directement. Fait que c'est le genre de choses qu'on fait régulièrement. Ce que je vous dirais là-dessus, ce qui est spécial, c'est que les business, généralement, ne sont pas affichés. Fait que c'est très difficile, je dirais, de savoir qu'est-ce qui est à vendre. L'autre option que je fais de temps en temps avec des clients, c'est de regarder. Je demande aux clients de se faire un top 10 de ce qu'ils cherchent comme entreprise. Puis avec des noms. Fait que souvent, on est capable d'avoir une discussion, puis avec un brainstorm, on est capable de trouver quelque chose d'intéressant là, autour de ça. L'étape suivante, une fois qu'on a trouvé une cible, bien évidemment, avant d'avoir l'information confidentielle, il va y avoir une entente de confidentialité qui va être signée. Suite à ça, vous allez recevoir des documents, tout dépendant de la taille de l'entreprise et du processus. Je vous dirais que ça peut être seulement les états financiers, ça peut être un document qui est vraiment un mémorandum d'information confidentielle qui est vraiment détaillé avec beaucoup d'informations si c'est un processus plus formel ou un entre-deux selon la taille de l'entreprise. Fait que ça, l'idée, c'est à ce stade-là, c'est de comprendre, est-ce qu'on aime l'entreprise? Est-ce qu'on aime le secteur? Comprendre c'est quoi les forces, comprendre c'est quoi les faiblesses, puis comment on peut créer de la valeur dans le futur pour reprendre cette entreprise-là. Donc, c'est un peu ce qu'on voit. Une fois qu'on comprend, généralement,
c'est rare. Moi, je ne vois pas souvent des prix demandés, là. Ce n'est pas la pratique. Généralement, on a plus de discussions à haut niveau pour comprendre les attentes du vendeur, comprendre comment on peut arrimer un deal, mais c'est là qu'arrive l'étape de négociation. Fait que moi, ce que je recommande, c'est d'arriver avec je dirais, avant d'engager beaucoup de frais, là, s'entendre sur les paramètres de base. Fait qu'un one-pager avec c'est quoi le prix, comment on va le payer, la balance de prix de vente, la durée, les conditions, ça va être subrogé, subrogé, ce que ça veut dire en français, c'est qu'il y a-t-il des institutions financières vont-elles avoir une priorité de versement sur la balance? La non-concurrence, c'est le genre de détails qu'on va mettre là. C'est pas tant de points que ça, mais l'idée, c'est d'être capable d'arriver à une structure qui est simple à comprendre pour le vendeur et qui va permettre de rédiger une lettre d'intention par la suite. La lettre d'intention, c'est une lettre qui décrit un peu de façon plus précise le one-pager, je dirais, mais qui vient préciser beaucoup de choses. Le prix est établi de telle façon, mais comment on l'ajuste? Parce que quand on achète une entreprise, ben, on s'entend sur un prix, mais après ça, l'état financier va se faire à la date de clôture dans 3 mois. Fait que c'est difficile. Il y a toujours des ajustements pour tenir compte du fonds de roulement, de l'argent qu'il va y avoir dans le compte de banque, pour tenir compte des dettes qui vont être à cette date-là. Fait que faut vraiment prévoir tous ces éléments-là dans cette lettre-là. Puis ce document-là, c'est important qu'il soit bien fait parce qu'il va circuler beaucoup. Il va circuler au niveau des institutions financières pour l'acquéreur. Il va servir de base au niveau de la fiscalité, autant pour le vendeur que l'acheteur, mettre en place la bonne structure, puis pour la vérification diligente également. Donc, c'est un peu la base de l'entente. Généralement, ce que ça inclut également, ça inclut une clause d'exclusivité. Donc, à partir de là, vous allez engager des frais plus comme acquéreur. Fait que c'est certain que de voir, d'être capable d'être exclusif jusqu'à une période, c'est important, là, pour pas que vous perdiez votre transaction après avoir investi pas mal d'argent pour se rendre à la fin du processus. L'étape suivante, c'est la vérification diligente et le financement. Ça se fait généralement en parallèle. Ça, le but, c'est pas nécessairement de baisser le prix, c'est plus de comprendre c'est quoi l'activité, c'est quoi Parce que souvent, on a une compréhension au niveau, on a des discussions, puis plus on avance dans le dossier, plus on comprend c'est quoi les risques de l'entreprise. On va être capable d'adresser ces risques-là. Je donne un exemple. Mettons qu'on savait qu'il y avait un client qui était plus important. C'est des choses qui reviennent de temps en temps, ça. Fait que comment ça s'adresse? Le client, c'est-tu un client qui est dans un bon secteur, il est en santé financière? Je comprends qu'on n'aura pas les états financiers du client, mais on est capable d'avoir quand même de l'information, un peu la récurrence des commandes, la façon qu'il fait les choses. C'est le genre de choses qui vont être validées à ce stade-là si c'est un élément important. Parfois, ce que ça fait, c'est que ça amène tu sais, il y a une perception au début, puis quand on valide, des fois, il y a des écarts. Fait que c'est là que ça ramène des négociations. Ça arrive de temps en temps. Moi, je dirais quand le processus du côté vendeur est bien fait, ben, les surprises, ils sortent au début, avant la vérification diligente. Fait que ça évite tout le monde de perdre du temps. Fait que nous, c'est ce qu'on recommande. Donc, ça évite une négociation à la fin, puis ça évite aussi. La transition va être plus facile, je dirais, une fois, parce que le vendeur va servir nécessairement, va être là pour valider, pour vous aider à transférer l'entreprise, transférer des contacts, comprendre les fonctionnements. Il y a toujours des opérations clés que le vendeur détient. Ben, c'est important que ça se finisse bien aussi avec pour qu'il soit en mesure de vous aider, que ça soit un succès. À cette étape-là également, il y a le financement qui se réalise. Donc, là, c'est con- contacter les entreprises, les institutions financières, présenter le plan, puis faire des choix. Fait que il y a de la négociation là-dedans. Moi, je dirais un élément, ben, je vais en parler plus loin un petit peu, mais peut-être un point sur le fameux taux d'intérêt. Souvent, les gens arrivent
dans cette portion-là, puis ce qu'on compare souvent, c'est le coût, avec le taux d'intérêt qui est payé pour le financement. Ben, je vous dirais que c'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Moi, la première chose que je regarde, oui, c'est important, il faut que ça soit logique, là, mais la chose que je pense qui est la plus importante, c'est de s'assurer que l'entreprise est en mesure de faire les paiements une fois que la transaction est faite, puis de se donner un buffer. Fait que si les résultats sont un petit peu moins bons, avoir de la capacité puis de la marge de manœuvre pour se donner de l'air, puis reprendre l'entreprise comme il faut, ou prévoir des investissements déjà futurs. Fait que ça, il y a différents outils qui sont disponibles. On va en parler dans le financement, mais c'est ça, là, le fameux taux, là, je dirais que c'est vraiment important de ne pas seulement focuser là-dessus. Donc, négociation finale et la clôture de l'entreprise. Et c'est là que ça commence pour de vrai. Donc, au niveau du financement, je dirais la structure de financement, ça dépend vraiment beaucoup du type d'entreprise puis du prix de vente. Le plus important pour les financiers, comme je dis, c'est capacité de générer du cash pour l'entreprise. Les actifs financés, c'est une entreprise qui a des actifs, c'est une entreprise qui n'en a pas. Ça va changer le type de financement qu'on va pouvoir faire, puis la structure, puis la participation du vendeur également. Puis, y a-t-il des garanties disponibles, soit dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, transition de l'entrepreneur? C'est le genre de choses qui va avoir un gros impact sur le financement. Les différents types de financement, il y a trois grandes familles, je dirais. Là. J'aurais pu en mettre une quatrième, mais je dirais la dette traditionnelle, fait que c'est les institutions financières, c'est clairement la dette la moins coûteuse. Puis l'échéance selon la durée de vie des actifs acquis. Puis il y a des ratios à respecter. Pour donner un exemple basique, mettons, vous avez un immeuble qui est acquis à l'intérieur de l'entreprise. Euh, Souvent, on va voir du 20 ans, de temps en temps 25 ans d'amortissement. Donc, ça répartit le paiement sur 20 ans. Puis, étant donné qu'ils ont un actif qui a une valeur tangible, ben, les créanciers sont en mesure de prêter avec des meilleures conditions, évidemment. C'est pour ça que la dette est moins coûteuse. Puis, les ratios à respecter, ben, c'est pas la fin du monde. Il faut juste comprendre que quand les institutions financières vous autorisent des prêts, c'est pour vous donner un cadre dans lequel vous pouvez jouer. Puis le cadre, c'est pas pour vous étouffer, c'est plus pour comprendre. euh, En fait, pour que des signaux d'alarme sonnent si jamais il y a des problèmes qui arrivent. Fait que si vous ne générez pas assez d'argent pour payer vos paiements, ben c'est clair que tôt ou tard, il va y avoir des problèmes. Là. Fait que souvent, les gens sont très nerveux par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les négocier, les ratios, mais c'est important de comprendre pourquoi ils sont là parce que c'est une réalité, puis ça va être là assurément dans des cadres de transaction. Quasi-équité, deuxième bloc, c'est des prêts qui sont généralement plus flexibles, dans lesquels on a de la capacité de remboursement souple. Fait que si vous avez une bonne année, une moins bonne année, ben, ça va être. Je dirais que le versement va être moins grand cette année-là. Fait que pour donner un exemple concret, mettons, vous avez un prêt d'1 million qui est fait. Normalement, ce prêt-là, il est amorti sur 10 ans. Fait que vous avez 100 000 de capital à rembourser par année, mais cette année, votre entreprise vous permet de rembourser 250 000. Ben, il y a une formule qui est déjà prévue dans le contrat qui fait que vous allez payer davantage de capital. Ce qui fait que vous payez votre dette un petit peu plus rapidement. Puis de l'autre bord, ça n'étouffe pas l'entreprise. Si vous avez je dirais une année plus ordinaire ou des investissements qui ont été faits. C'est le genre de choses qui peut être très intéressant. C'est sûr que la flexibilité vient avec un coût. Fait que c'est un peu plus coûteux que la dette traditionnelle. Mais c'est souvent l'élément qui va permettre de compléter le montage. Puis moi, je vous comparerais ça, la différence de taux, là, je pense qu'il faut regarder ça à un certain point comme l'assurance. À chaque année, là, vous assurez vos bâtiments, vous assurez vos équipements. S'ils ne passent pas au feu, là, on n'est pas déçu. Là. Je pense que c'est un peu la même chose. Il faut comparer le gap de taux qu'il peut y avoir entre les deux.
c'est plus pour permettre un bon, je dirais un bon, donner de l'air à capacité, puis pas passer votre temps à gérer le cash de l'entreprise, voir mes payes vont-tu passer cette semaine, quel fournisseur je paye en premier. C'est plus pour être capable de continuer de la développer, avoir les idées claires, faire d'autres choses que de gérer les liquidités au quotidien. Au niveau du troisième groupe, je dirais mise de fonds, balance de prix de vente. Dans le fond, c'est plus le bloc équité qu'on appelle, là. Fait que l'équité, généralement, c'est comme plus les actionnaires. Balance de prix de vente, ce que j'ajouterais à ça, pour que ça soit considéré comme de l'équité, il faut qu'elle soit subrogée au prêteur. En français, ce que ça veut dire, ben, ça veut dire que votre, le versement que vous aviez prévu, mettons que le vendeur a laissé 200 000 en balance de prix de vente, puis cette balance-là est payable sur 5 ans. Ben, le 40 000 avant de le verser, il faut être certain que les ratios soient respectés. En gros, je fais des exemples rapides, mais en le considérant comme ça, ben, ça vous permet d'avoir une meilleure structure de dossier, probablement des coûts d'intérêt inférieurs, puis de l'autre bord, euh, une mise de fonds qui va probablement être moins grande à cause de ça. Fait que ça fait partie des trois blocs. J'ai tenté de vous présenter en théorie, ça ressemble à quoi une structure de financement, mais vous allez voir que c'est jamais régulier. Souvent, ce qu'on s'attend à voir, c'est dans une transaction, 50% dette traditionnelle, 25% mise de fonds, puis 25% quasi-équité. On va faire des exemples tantôt que le CAE a réalisé comme financement. Puis vous allez voir que c'est pas souvent cet exemple-là, mais il y a toujours des raisons qui justifient ça. Mais l'important, c'est de comprendre un peu, là, est-ce que ça se peut. Puis quand il y a du cash, moi je dirais le plus important de comprendre, c'est quand l'entreprise génère beaucoup d'argent, euh, c'est là qu'on a de la capacité de faire une structure de financement qui est plus étirée, que la mise de fonds est moins grande. Avec une collaboration du vendeur, généralement, on est capable de faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, les informations qui sont requises pour les financiers. Bon, évidemment, preuve de mise de fonds. C'est pour ça que c'est important de faire nos devoirs d'avance. Exemple, si vous avez une maison, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas été évaluée. Ça fait 10 ans que vous l'avez, vous n'avez pas d'évaluation qui a été faite. Ben moi, personnellement, je referais faire il faut se prendre d'avance, mais je referais faire une évaluation de ma maison. Puis là, avec la nouvelle valeur, ben, je serais capable de juger c'est quoi le montant de. J'irai voir mon institution financière personnelle, c'est quoi le montant que je suis capable d'emprunter davantage. Fait que ça vous donne votre mise de fonds. Mais ça, si on c'est fait en début de processus, c'est pas stressant, vous avez l'information, puis là, vous pouvez arriver, ça ne retardera pas le financement. L'autre élément qui est requis généralement en début, c'est de comprendre comment va se faire la transaction. C'est plus technique, ça, mais avant le débourser, puis quand c'est pas calé au début, je dirais c'est plus difficile. C'est le mémo fiscal pour l'acquéreur. Dans le fond, c'est de comprendre que c'est une nouvelle compagnie qui achète les actions, comment ça se fait. Toutes ces étapes-là, ben, ça s'appelle un mémo fiscal. Fait que c'est plus l'ordonnancement de la transaction pour l'acquéreur. Le vendeur va avoir la même chose de son côté, de sorte que les deux fiscalistes vont s'arrimer pour s'assurer que la situation fiscale du vendeur est maximisée, puis la situation fiscale de l'acquéreur également est maximisée. Là, dans mon exemple, je prends pour acquis qu'ils ont fait une acquisition d'actions, mais je dirais que 95%, 98% du temps, c'est les actions qui sont transigées parce que le vendeur a des gros avantages économiques, fiscaux en lien avec ça. Fait que c'est la raison principale. Sachez que ça a des impacts autres, mais aujourd'hui, on ne se concentre pas sur ces éléments-là, mais c'est quand même, ça a quand même de bons impacts. La lettre d'intention signée par les deux parties, c'est un autre document qui est important. Fait que souvent, on va avoir une petite discussion avec le banquier avant d'avoir une entente officielle, mais officiellement, les institutions financières et les partenaires financiers ne pourront pas, ne pourront pas vous soumettre. Ils ne pourront pas aller très loin, mettons, je vais le dire comme ça, en termes de financement, tant qu'on n'a pas une entente entre l'acheteur et le vendeur, parce que
trop souvent, les ententes arrivent, on ne s'entend pas ces paramètres, puis tout le monde travaille un peu dans le vide ou avec des paramètres qui ne sont pas bons. Fait qu'on va être sûr que tout le monde travaille une seule fois, mais correctement. Euh, L'autre élément que je mets, c'est analyse du prix payé. Dans certains cas, on voit des évaluations d'entreprise, mais souvent, c'est plus de comprendre c'est quoi le BAYA récurrent. Le BAYA, en passant, c'est le bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement. Je m'excuse, c'est du jargon, là, mais c'est la capacité de générer de l'argent de l'entreprise. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup cet élément-là qui va être utilisé. Fait que dans les hypothèses, là, ça, c'est vraiment clé, là. Comprendre, on paye combien de fois le BAYA. Évidemment, plus le multiple est bas, moins vous payez cher. Donc, meilleur est le deal. C'est quelque chose qui est assez important. Puis c'est important de. Moi, j'aime mieux prendre le taureau par les cornes puis de présenter le dossier sous un angle qui va être le plus juste possible que de laisser à tout le monde interpréter la transaction de leur façon. Fait que cette façon-là de faire, ce que ça permet, c'est qu'on s'assure qu'on a un message qui est cohérent, qui est continu. Puis entre les partenaires, il n'y a pas de. Il y a un arrimage qui se fait là. Évaluation des immeubles et des équipements. La cible, mettons qu'il y a des immeubles, des équipements, ben c'est sûr que si ça a des valeurs importantes, ce qui est généralement le cas, moi je recommande d'avoir une évaluation qui est faite. Ce que ça permet de faire, puis on comprend que ça, on fait ça une fois qu'on s'est entendu, que la lettre d'intention est signée. Mais ce que ça permet de faire, c'est de maximiser le financement traditionnel. Fait que si on a un immeuble qui a une valeur au livre de 500 000, mais dans les faits, elle vaut 1 million, ben on va être capable quand même de travailler avec le million, même si au livre, c'est indiqué 500. Puis, ce n'est pas nécessairement l'évaluation municipale. Il y a tellement d'une place à l'autre, il y a tellement d'incohérence avec la juste valeur marchande. C'est important de faire évaluer ça par un évaluateur agréé. L'autre élément qui retarde généralement des transactions, c'est des rapports environnementaux. Souvent, c'est le vendeur qui va les fournir, mais il faut qu'ils soient à jour. Fait que tout dépendant des tâches d'entreprise, il y a des chemins différents qui peuvent être pris, là, mais je pense qu'en termes de. À l'étape de la lettre d'intention, moi, on aime ça avoir. En tout cas, nous, quand on prépare des dossiers de vente d'entreprise, on essaye d'avoir déjà fait faire les évaluations environnementales. C'est ce qui amène des délais. Quand il y a, puis souvent, quand il sort des petites problématiques, c'est pas la fin du monde. Il faut juste les adresser, puis ça prend du temps. Fait que quand on les voit venir d'avance, ça évite les problèmes. Fait que c'est le genre de choses là, qui est important. Euh, Puis ce qui est à droite dans le tableau, ce que vous voyez, ce qui est important de démontrer, c'est la capacité à reprendre par l'acheteur. 4 points, selon moi, la gestion des opérations. Fait que c'est le bout qualitatif qu'il faut vendre. Est-ce que vous êtes le bon repreneur? Comment vous allez faire avec l'équipe actuelle? Vous arrimez, remplacer le vendeur. Rentrez-vous une personne, rentrez-vous 2 personnes, que ça soit considéré aussi dans les dépenses puis dans les bénéfices qui vont être récurrents. Même chose au niveau de la clientèle, la relation avec vos clients. Y a-t-il des enjeux spécifiques? Est-ce que le vendeur avait une relation très rapprochée avec certains clients? Comment ça va être quoi votre plan pour récupérer ça? Euh, les fournisseurs, même chose. Puis ressources humaines, évidemment, c'est un gros changement d'une période où il n'y a pas une abondance de ressources dans le marché. C'est important de s'assurer qu'on a les bonnes personnes clés qui restent à bord quand on fait une transaction. Fait que c'est d'identifier ça rapidement au cours du processus de vérification diligente. Mais ça se fait en parallèle avec le financement, mais ça, c'est important de donner cette couleur-là, je dirais, aux rencontres avec les partenaires parce que ça démontre le sérieux de votre travail, de votre analyse, puis ça va donner le goût à plusieurs personnes d'embarquer dans votre projet. Quelques exemples de transactions réalisées par le CAE. Première transaction, puis Karen, je n'hésite pas à intervenir, c'est toi qui les as faites. Donc, entreprise manufacturière, la relève familiale a déjà 10% de l'entreprise. Une valeur pour 100%, c'était 300 000 qui avait été négocié entre les parties. Le prix payé, c'était 5,96 fois le BAYA. L'enjeu propre au dossier, dans le fond, il y avait une incertitude économique en lien avec la construction, avec les hausses de taux d'intérêt.
C'était difficile de prévoir les bénéfices futurs. Puis il y avait une dépendance envers certains sous-traitants. Donc, ce que vous voyez à droite, l'achat des actions, 300 000 il y avait eu un 20 000 d'investissement supplémentaire dans les améliorations locatives, puis un 10 000 de fonds de roulement. Donc, c'est un projet de 330 000 Les partenaires financiers, dans le fond traditionnel, il n'y avait quand même pas beaucoup d'actifs tangibles. Donc, il y a un 70 000 qui pouvait être investi, c'est-à-dire seulement 21 Vous voyez que la structure théorique, la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'est d'autres choses. En non garantie, par la suite, il y avait le CAE qui avait fait un 25 000, un organisme de développement économique provincial, un autre 25 000. Fait qu'on avait du non garanti. Puis pourquoi je vous parle de non garanti? C'est parce que ces montants-là n'avaient vraiment aucune garantie pour attacher à aucun bien. Après ça, on avait le fonds stratégie jeunesse, puis le fonds relève d'un organisme provincial d'un autre 25 000, ce qui fait qu'on avait un autre 15 en équité. Donc, 30 garanti, non garanti, c'est-à-dire et en équité. Et la mise de fonds, dans le fond, il n'y avait pas de mise de fonds, mais étant donné que l'acheteur avait déjà 10 bien, il y avait comme 30 000 de la valeur déjà de mise de fonds. Il y avait une balance de prix de vente qui était remboursable selon les liquidités générées de 130 000, ce qui fait que c'était 49 qui était en lien avec ça. Puis, tu sais, ça peut paraître beaucoup là, dans ce cas-là, mais les chiffres sont quand même pas si grands, fait que des fois, ça a un gros impact, mais je dirais que 5,96 fois le BAYA, c'était quand même dispendieux. Fait que c'était logique que ça soit supporté en gros par le vendeur. Fait que c'est un peu comme ça que le montage a été réalisé. Ça va-tu, Karine? Ben, je vais peut-être amener une petite précision. Là. Est-ce qu'on parle de la quasi-équité des organismes provinciaux du CA, le Fonds stratégie jeunesse? C'est des financements qui sont faits, en fait, là, pour les relèves, spécifiquement pour les relèves d'entreprise, ou ça peut être d'autres projets que la relève, mais si l'exemple est un cas de relève, c'est que c'est des prêts personnels qu'on fait aux entrepreneurs pour injecter dans la transaction. Donc, c'est considéré là, comme étant de l'équité par les partenaires financiers. Fait que ça fait partie de votre mise de fonds en tant qu'acheteur. Fait que c'est vraiment intéressant là, de ce côté-là. Très bonne précision. Merci. Transaction numéro 2, un manufacturier de produits de construction sur mesure, un releveur à l'externe de l'entreprise. Il y avait beaucoup d'actifs tangibles, il y a des immeubles, des équipements, bonne solidité financière de l'acheteur, puis ça a été payé 5 fois le BAYA. Donc, vous voyez le projet, il y avait le prix des actions, c'était 2,3 millions. Le refinancement des dettes de l'entreprise actuelle, il y avait déjà 3,5 millions. On avait considéré des frais de transaction de 50 000 donc on est à 5,8 millions de coûts de transaction total. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y avait beaucoup d'actifs, puis il y avait une appréciation de la valeur des immeubles, beaucoup, ben, les institutions financières traditionnelles ont été en mesure d'en faire davantage. Ils ont fait 5 millions sur le 5,8 millions. Fait que c'est 86 de la transaction. Le CAE avait fait un prêt quasi-équité de 150 000 puis, tu sais, c'est pas beaucoup en pourcentage, je fais 3 de mise, par rapport de mise de fonds totale au projet, mais c'est 150 souvent qui permet de closer le deal. C'est ça qu'il faut réaliser. En termes de mise de fonds, l'acquéreur avait 250 000, puis le vendeur était en balance de prix de vente prorogé, subrogé, c'est un peu la même chose, pour 400 000, qui était à 11 Donc, vous voyez qu'avec 250 000 quelqu'un de solide, là, vous me direz, a été capable d'acheter une business de 5,8 millions. Fait que c'est quand même intéressant comme montage. Ça peut permettre de justement pas tout de suite fermer des opportunités qui sont intéressantes quand c'est une belle entreprise et qu'on est le bon releveur. Fait que c'est un peu ça, cet exemple-là tient compte. Puis je dirais que l'autre chose, c'est que le prix payé était correct. À 5 fois le BAYA, dans ce secteur-là, ça faisait du sens à cette époque-là. Donc, Ça peut-être amener une petite précision, Christian. On parle du refinancement de la dette à long terme, mais qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, tantôt, Christian a parlé de l'achat des actions. Ici, quand on fait l'achat des actions, évidemment, on achète tous les actifs qui sont dans l'entreprise, mais on achète aussi toutes les dettes qui s'y rattachent. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a séparé là, vraiment l'achat des actions. Ça, c'est vraiment le prix qu'on donnait aux vendeurs. Puis, le refinancement de la dette à long terme, ben, on l'embarque dans le package pour amortir les dettes sur un plus long délai. Pour donner de l'air un petit peu là, à l'entreprise, comme Christian disait tantôt. Donc, c'est présenté de cette façon-là. Puis, vous voyez toujours dans nos exemples aussi un frais de transaction. Il faut le prévoir, hein, les frais de transaction. Là, on parle des notaires, des enregistrements de garantie, des frais d'ouverture de dossier, des frais bancaires. 50 000, ça peut paraître énorme, mais sur une transaction de 5,8 millions, là, c'est juste la normalité et c'est minimum comme investissement. Donc, voilà, Christian. Effectivement. Effectivement. Dans le fond, pour compléter ce que tu as dit, le 5,8, c'est le prix qu'on aurait payé probablement pour la compagnie si elle n'avait pas eu de dette. Fait que c'est pour ça qu'on le présente différemment. Dernier exemple, c'est un centre d'usinage releveur, un actionnaire, 100%, il y a une entreprise connexe, fait qu'il y avait des synergies potentielles. Puis là, vous voyez, dans ce secteur-là, on se serait attendu à un multiple plus autour de 4,5, 5 fois. Ça s'est transigé à 5,77 fois, probablement à cause de la négociation, puis des synergies qui ont été faites. Dans les enjeux, dans ce cas-là, il y avait 2 clients qui représentaient 50% des ventes. Puis l'équipe de gestion du vendeur qui a quitté. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut comprendre, qu'il faut adresser, puis qu'il faut pas cacher aux créanciers. Il faut juste présenter un plan. Parce que, ultimement, vous avez le même, comme releveur, vous avez le même intérêt que le créancier. C'est que vous soyez capable de faire virer l'entreprise, que l'entreprise soit en mesure de faire les versements qu'elle a à faire de ses prêts, puis de payer tout ce qu'elle a payé. Fait que ça, c'est un élément qui est très important. Donc, dans ce cas-là, on n'avait pas de dette qui était dans l'entreprise. Donc, 2,7 millions pour 100% des actions, un petit frais de transaction de 50 000. Effectivement, ça peut shifter tout dépendant de l'accompagnement puis de la façon de faire la transaction. Euh, Institution financière traditionnelle est en mesure de faire 1,150 million, qui donnait 42% de la valeur. Prêteur institutionnel, 1,50 million avec en fait, c'était prêteur institutionnel puis un organisme. Là, il y avait je les ai groupés, là, je pense, les deux. Fait qu'on avait 38% qui était non garanti dans ce cas-là. Après ça, le fonds jeunesse du CAE, 25 000. Le fonds relève d'un organisme provincial, 50 000. Le CAE avait fait un 150 000 en quasi-équité également. Donc, on arrive avec un 8% de quasi-équité. Et la mise de fonds, 75 000 ce qui était quand même pas énorme. Mais l'acquéreur avait une business connexe. Fait que c'est probablement pour ça que les prêteurs étaient en mesure de s'étirer davantage, puis devaient avoir des garanties croisées aussi là, avec l'autre entreprise, Failing. Euh, Balance de prix de vente prorogée sur 3 ans, ça veut dire qu'elle n'était pas payée tant que les ratios n'étaient pas respectés annuellement, mais pour 250 000, ce qui donne un 12%. Donc, je dirais, vous voyez qu'on peut vous présenter des scénarios un à l'autre, là, ils vont être très différents, mais c'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'est pas pris dans un cadre. Le cadre, c'est que l'entreprise soit en mesure de faire ses versements, qu'on ait la bonne personne pour reprendre l'entreprise, je dirais. Ici, peut-être ajouter, Christian, je l'apporte vraiment à votre attention, ce qu'on dit toujours, on n'a pas besoin d'être riche pour faire l'achat d'une entreprise, mais ça, c'est un super bel exemple, puis c'est un cas réel. La personne avait 75 000 en mise de fonds à mettre sur un projet de 2,7 millions. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que vous voyez que ça peut être possible quand on va chercher les financements là, en équité et en quasi-équité qui existent auprès des organisations. Puis, j'ai peut-être amené un petit détail. Là. On parle beaucoup du fonds quasi-équité du CAE. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, là, ce fonds-là, grossièrement, c'est qu'il n'y a pas de remboursement de capital pendant 5 ans. Fait que c'est vraiment avantageux là, pour l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme étant de la quasi-équité. Donc, voilà. Excellent. Ça faisait un peu le tour de ma présentation. En conclusion, je dirais ce qu'il faut retenir, c'est je l'ai un peu dit, mais
Il n'y a pas une seule recette qu'on peut appliquer. Fait que c'est la beauté de la chose. Il y a toujours plein d'options. Je dirais l'élément le plus important, c'est deux éléments. C'est d'avoir une bonne entreprise qui a de la capacité de générer et de bons releveurs avec une bonne équipe. Fait que c'est pas seulement. Faut pas que ça repose seulement sur le releveur. Puis ça, c'est la force de l'entreprise. Quand le vendeur quitte, il faut qu'elle soit capable de continuer de rouler. Ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais parler au niveau du financement. On est rendu à la période des questions. Je pense, Josiane, je te Oui, laisse. donc merci beaucoup, Christian, de nous avoir démystifié tout ça. Là, on sait des fois les chiffres, ça peut faire peur quand on veut reprendre une entreprise. C'est pas nécessairement notre spécialité, tout le financement. Donc, j'invite les gens, si vous avez des questions spécifiques, à les poser dans la section là, Q&R, donc questions et réponses. Et en attendant, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est, on a vu là, les trois types de financement. On a le financement régulier, traditionnel, ensuite la quasi-équité et l'équité. Quand on emprunte en tant que releveur, qui paie quoi? Ça sort de la poche de qui? Ça sort toujours de l'entreprise. Ben, si j'ai Ultimement, un prêt équité, ça serait moi à titre personnel là, qui rembourserait un un prêt, prêt. non, c'est vraiment de l'entreprise. Je OK. dirais ce qui va. Les seuls prêts, très bonne question, Josiane. Les seuls prêts que tu as remboursés personnellement, c'est si, exemple, tu as emprunté davantage sur ta maison pour faire ta mise de fonds. Ça, c'est une chose. Puis l'exemple du 25 000 du CAE, il passe au travers de l'entreprise. Fait que le reste des prêts, c'est vraiment l'entreprise qui les paye. D'accord. Merci beaucoup. Aussi, je me demandais si les gens sont prêts, ils aimeraient te rencontrer. Est-ce que la première fois, c'est gratuit ou est-ce que tout de suite, en la première rencontre, il y a des frais? Non, généralement, première rencontre, il n'y a pas de frais. On a une discussion, on essaie de comprendre si on peut s'aider, si on peut aider. Si on ne peut pas aider, on va référer à la bonne personne. Mais nous, première rencontre, il n'y a jamais de frais. Puis après, c'est de comprendre vraiment, de définir le mandat, puis s'assurer que ça fonctionne, que tout le monde soit content. OK. On a une question. Dit bonjour, y a-t-il un pourcentage de mise de fonds minimum attendu de la part de l'acheteur à titre personnel? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de minimum. Je dirais que d'avoir zéro, c'est rare que ça fonctionne, ça. Puis autant pour le vendeur, là, je dirais, c'est parce que c'est le commitment que l'acquéreur met. Là. Fait que, généralement, ça prend un montant. Puis il faut que ça soit important pour la personne qui le fait. Là. Fait que, je ne sais pas, Karine, qu'est-ce que tu répondrais à... Ben, effectivement, des transactions avec zéro mise de fonds, je ne vous dirais pas que j'ai jamais vu ça. On en a déjà vu, mais c'est pas la norme. Puis nous, en tant que partenaire financier, on aime ça voir que l'entrepreneur, lui aussi, il prend un risque puis il croit en son projet. C'est un peu significatif là, dans certains montages financiers. Est-ce qu'il y a un minimum en pourcentage? Non. Je vous dirais une normalité. Souvent, on aime bien voir un 10% de mise de fonds. Mais s'il y a un minimum, la réponse, c'est non. Parfait, ça répond à la question. Une autre question, à quel endroit pouvons-nous voir les entreprises qui sont ou seront à vendre à court et moyen terme dans le secteur Chaudière-Appalaches? Il n'y a pas vraiment d'endroit. Puis la raison, je vais vous expliquer, c'est fort simple. C'est que le processus, c'est toujours confidentiel, ces processus-là. Fait que quand un vendeur veut mettre son entreprise sur le marché, la dernière chose qu'il veut, c'est que ses employés le sachent, que ses clients le sachent, que ses fournisseurs le sachent, ou ses compétiteurs. Fait que c'est toujours un peu underground. Fait que la façon d'obtenir l'information, c'est plus par. Tu sais, oui, il y a quelques sites là, qui annoncent des choses, mais en général, quand elles sont annoncées, c'est sur ces sites-là, c'est parce que ça fait un petit bout qu'ils sont sur le marché. Là. À moins que ce soit quelque chose d'un créneau précis. Là, mais généralement, c'est plus par démarchage que c'est fait là, avec soit des gens qui font des transactions comme nous ou des partenaires comme le CAE. Fait que c'est là plus que vous allez être en mesure de voir ce qui sort. Puis pour moyen terme, je dirais, souvent, c'est plus d'identifier des business qui, tu sais, l'âge des propriétaires, qu'il n'y a pas de relève. Il
il y a souvent quelques indices de même là, qu'on se doute que c'est pas nécessairement la relève familiale, mais des fois, c'est de la relève à l'interne, là. Tu sais, il n'y a pas l'équipe il y a pas l'équipe pour prendre vraiment la suite, là. C'est le genre de choses qui aident, qui donnent des indices, mais je comprends que de l'externe, c'est pas si évident, honnêtement. Peux-tu nous dévoiler peut-être, Christian, toi, dans tes connaissances, dans votre équipe, vous avez à peu près combien d'entreprises là, qui seraient à la recherche d'un repreneur? Présentement, je dirais c'est un marché un peu débalancé. On a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Euh, je dirais que les entreprises qu'on a à vendre, euh, il y a comme deux types d'entreprises. En fait, il y a deux types d'acquéreurs, là. Ceux qui sont vraiment des stratégiques. Fait que j'éliminerais ces acquéreurs-là. Mais nous, ben, pour vous donner une idée, on ferme une quarantaine de transactions. Tu sais, je pense 2023, on a fait 43 transactions là, dans l'année. Fait que on a quand même beaucoup de dossiers là, en avant de nous autres. Puis c'est des processus qui s'étirent, là. Acheter une business, ça peut prendre de 3 à 9 mois, là, je dirais, là, jusqu'à à clôturer, là, dépendant de la vitesse de la négociation. Mais tu sais, il y a toujours beaucoup de pipeline là, en avant, là. Fait que je dirais une quarantaine. Nous, on a une quarantaine de dossiers pas mal tout le temps à des degrés différents dans le processus. OK. Fait que 3 à 9 mois pour l'achat, mais ensuite, est-ce qu'il faut quand même prévoir un temps pour le transfert quand c'est racheté ou c'est Oui, le vendeur s'en va puis c'est non, terminé de son côté? non, ben, idéalement, il ne faut pas. Dans certains cas, c'est mieux, là, mais dans certains cas, c'est bien qu'il reste. Puis ça c'est au départ qu'il faut le déterminer. Comprendre ce que lui veut faire, le vendeur. Puis il va-tu être, tu sais, on va-tu s'entendre avec? Puis c'est quoi son rôle? Une fois qu'on a comme bien cadré ça, on est capable d'arrimer, là. Généralement, les transitions, ce qu'on voit, c'est 3 mois puis 3 mois à des degrés variables. Tu sais, ça peut être full-time le premier mois, 4 jours semaine, 3 jours semaine. Tu sais, ça, c'est vraiment, ça s'adapte d'un dossier à l'autre. Mais tu sais, 3 mois à un an, c'est pas mal ce qu'on voit là, dans le marché, là. Ça arrive, c'est plus pour des raisons X, Y, Z, mais c'est 3 mois, un an, c'est pas mal le marché. Merci. J'ai une autre question aussi. C'est pour toi, Karine. Quels services sont offerts par le Centre d'aide aux entreprises? Mis à part le financement, j'ai bien compris la question. En Ben, il fait, y a la on a partie, ouais, c'est ça, il y a la partie financement, mais au-delà de ça. exact. Quand on parle d'accompagnement, on vous accompagne du début à la fin du processus que Christian a présenté tout à l'heure. Ça peut être, on peut vous accompagner dès le départ quand vous avez une idée de projet, une entreprise à racheter. C'est de vous diriger vers les bons professionnels, de vous suivre dans chacune des étapes du processus. On peut vous aider à la recherche du financement, on peut vous aider à monter des prévisions financières, voir qu'est-ce que ça va donner. On peut vous accompagner dans l'élaboration de votre plan d'affaires. C'est très large ce qu'on peut offrir comme service. Puis au besoin, on vous réfère aux professionnels là, attitrés. C'est sûr que ce n'est pas le CA qui va rédiger le mémo fiscal, par exemple. On va faire appel à BVA ou autre firme. Mais on peut vous accompagner du début à la fin selon vos besoins. En fait, là, on a quand même deux personnes à l'interne là, qui peuvent vous offrir ce service-là. Évidemment, il faut que vous soyez sur le territoire couvert par le CAE. C'est-à-dire la MRC Beauce-Centre, Nouvelle-Beauce et Beauce-Sartigan. Par contre, si vous êtes à l'extérieur de ces 3 MRC-là, il y a des SADC, des CAE à l'échelle du Québec. Là, assurément, on va être capable de vous référer au bon endroit, là. Merci, Karine. Mais tu sais, Donc là, je rajouterais oui, peut-être, Josiane, là, on parle beaucoup du processus transactionnel, mais le CAE peut quand même vous accompagner dans le après-transaction. On offre des services aussi d'aide technique, ça peut être de faire des budgets, ça peut être de faire des plans d'action marketing, ça peut être des plans en développement durable, ça peut être très large comme accompagnement, mais il y a aussi le après-transaction qui souvent on néglige quand on regarde le processus, mais il ne faut pas l'oublier. Vous avez besoin de support. On peut faire des liens avec des mentors qui sont sur notre territoire. Il y a plein de choses là, plein de sujets sur lesquels, en fait, là, on peut vous accompagner. merci. Là, c'est votre dernière chance. Si vous avez des questions, écrivez-moi tout ça dans le chat. Je sais, Karine, que tu avais préparé une question pour Christian.
Oui, ben en fait, Christian, on a déjà parlé, c'était par rapport au temps de transaction. Il ne faut pas sous-estimer. Moi, j'ai des entrepreneurs qui débarquent dans mon bureau puis qui pensent que 3 mois, la transaction va être réalisée. Je sais que quand ça arrive puis qu'on est décidé, on a hâte puis on veut que ça fonctionne. Mais souvent, le délai va être long. Il y a des tests environnementaux à faire, il y a des évaluations d'entreprise, des évaluations agréées à faire, la recherche de financement. Il faut prévoir là, une bonne période. Le Christian a parlé 3 à 9 mois. On le voit jusqu'à 12 mois. Là, ne vous étonnez pas, ça l'arrive aussi. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais vous mentionner. Puis aussi, vous en avez parlé, Josiane, là, par rapport au vendeur quand il s'en va. C'est pas vrai que quand on achète une entreprise, le vendeur s'en va. C'est rarement comme ça. Hein? C'est rarement. Fait qu'il faut prévoir. Puis, tu sais, les institutions financières aussi aiment ça, savoir que le vendeur reste à l'interne pour faire le transfert de la gestion, le transfert de ce qui roule déjà. Il ne faut pas sous-estimer ça, le transfert des relations avec les clients, avec les fournisseurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Fait que, il faut prévoir un temps. Là. Ce qu'on voit, c'est en 6 mois. Là. Plus que 6 mois, on le voit quand même, mais c'est plus rare. Là. Parfait. J'ai une dernière question pour vous deux. Mythe ou réalité? Moi, j'ai dans ma tête, peut-être que c'est un mythe ou une réalité, que les repreneurs souvent cherchent des business sexy, ce que j'appelle, là, des choses qu'ils aiment. Par exemple, je suis un surfeur, donc je vais acheter des choses pour surfer ou d'y aller vraiment avec nos passions. Est-ce que les releveurs, des fois, ils passent à côté de peut-être de choses moins sexy, une industrie qui fabrique des boulons. J'aime bien l'exemple des boulons, mais tu sais, c'est quelque chose dont on a besoin dans notre vie de tous les jours. C'est juste que c'est peut-être moins excitant comme type d'entreprise. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que les gens ont tendance à faire ça? C'est vrai, tu as raison. Là. Souvent, les gens ont tendance à y aller vers leur passion. C'est pour ça que moi, je dis qu'il ne faut pas se fermer d'horizon parce que et des fois, la passion, l'important, c'est d'être capable de générer du cash avec pour être capable de faire une business de ça. Là. Fait que, puis quand c'est un marché très niché, il y a des business qui passent tellement dessous du radar, là, qui sont pas grandes, qui font pas un gros chiffre d'affaires, qui font énormément d'argent, puis qui sont d'un plus petit marché, fait que les gros joueurs les touchent pas. Fait que c'est un moyen de ramasser de l'argent vraiment facilement et rapidement et aller faire du surf plus. Fait que c'est ça l'exemple que j'utiliserais dans ton cas. Fait que si c'est quelque chose que c'est sûr, il faut que tu aimes à la base le domaine, là. Mais puis essayer d'avoir la vision de ce qui peut être fait comme play pour créer de la valeur. Mais non, tu as raison, c'est souvent la prémisse de base. Fait que ça arrive qu'on rencontre des gens puis on présente un projet puis ça le sort complètement de leurs attentes initiales, mais ça arrive souvent que on peut les amener ailleurs parce qu'ils voient le potentiel. C'est le potentiel qu'il faut regarder beaucoup, les entreprises. Merci beaucoup. Donc, on n'avait plus d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir les deux partagé votre expertise. Donc, Christian Drouin chez Blanchette Vachon et Karine Terrien au Centre d'aide aux entreprises. Si vous voulez les contacter, je vais vous partager leurs coordonnées. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.